Pour vous connecter, comme je vous l'indiquais, vous passez sur le site www.schneiderelectric.fr, vous cliquez sur Espace client, vous renseignez votre adresse mail et vous faites demande de mot de passe si vous l'avez oublié. Et dans tous les cas, si vous n'avez pas encore vos identifiants, vous pouvez faire devenir partenaire et un enregistrement donc en 4 étapes vous sera donc proposé pour vous enregistrer et accéder aux différents contenus. Donc choisissez bien donc dans les choix pour créer votre compte, métier prescripteur du bâtiment tertiaire et bureau d'études. Donc revenons maintenant à notre sujet du jour. Alors l'autoconsommation, c'est une tendance qui transforme le bâtiment classique en bâtiment intelligent et connecté. Il y a tout juste un an, l'État a doté la France d'un cadre légal pour faciliter le développement de l'autoconsommation et proposer aux particuliers et aux entreprises un nouveau dispositif favorable à l'investissement dans les solutions photovoltaïques en autoconsommation. Jusqu'à récemment, l'électricité produite par des installations photovoltaïques sur le toit, le parking ou la façade d'un bâtiment était majoritairement exploitée pour la revente au réseau. Tout a changé en 2017 avec la loi entrée en vigueur le 26 février qui fixe ce cadre de l'autoconsommation, avec le décret sur l'autoconsommation de l'électricité solaire du 28 avril et avec les conditions favorables mises en place par le gouvernement français en mai. L'objectif est pour l'État d'inciter les particuliers et les entreprises à s'engager dans la transition énergétique. Et cela fonctionne. L'autoconsommation est rapidement devenue l'usage principal de la production photovoltaïque, mais pour les metteurs en œuvre, pour les bureaux d'études, cette nouvelle tendance bouleverse leurs pratiques quotidiennes de conception des installations électriques, qui deviennent forcément plus complexes parce qu'elles intègrent des sources locales d'électricité. Avant, le rôle de l'installation électrique était de distribuer l'énergie dans le bâtiment. Aujourd'hui, elle gère à la fois production et usage de l'électricité. Donc, Schneider Electric, avec ses architectures donc écostructures, a donc des architectures complètement adaptées à ces projets d'autoconsommation solaire. Dans ces conditions, évidemment, les architectures des installations électriques dans les bâtiments évoluent. Ce que nous allons traiter aujourd'hui. Pour tout savoir sur les tendances et les avantages du photovoltaïque et de l'autoconsommation, les normes électriques en vigueur ou encore les impacts sur les architectures électriques, eh bien, restez avec nous. Donc, bonjour Vania. Bonjour Hervé, bonjour à tous et à toutes. Je me présente d'abord. Je m'appelle Vania Ignatova, je suis architecte sur l'intégration des énergies renouvelables au sein de Schneider Electric. Et aujourd'hui, je vais animer ce webinaire sur l'autoconsommation photovoltaïque. Ce que nous avons prévu dans le cadre de ce webinaire, c'est d'abord de commencer par les tendances dans le monde et en France, poursuivre avec les normes et les réglementations en vigueur, ensuite se focaliser sur l'impact de l'autoconsommation, sur les architectures électriques, sur le monitoring et sur le contrôle. Ensuite, je vais vous présenter 3 architectures types destinées à l'autoconsommation que je vais illustrer aussi avec des exemples concrets des projets clients. Je vais finir ma présentation avec les solutions Schneider Electric en faveur de l'autoconsommation. La cible de ce webinaire, ce sont des installations électriques de type bâtiment tertiaire et industriel. Alors, les tendances, la première tendance, c'est bien sûr la croissance qui est forte et continue et depuis plusieurs années, qui est due surtout à l'engagement et la volonté des pays d'introduire des énergies renouvelables et de croître la part des énergies renouvelables dans leur énergie mix pour limiter l'émission du gaz à effet de serre. Petit rappel, l'énergie solaire est illimitée, elle est disponible dans le monde entier, elle n'émet aucun gaz à effet de serre, elle consomme peu ou pas d'eau, elle ne génère aucun bruit ou autre inconvénience, et puis elle nécessite peu de maintenance. Ce qui fait que l'énergie photovoltaïque est l'énergie la plus utilisée dans les bâtiments. Deuxième croissance, c'est la décentralisation de la production d'électricité. Donc, les installations photovoltaïques peuvent être divisées en 2 catégories. Des installations à grande échelle, qu'on appelle aussi des fermes solaires.
dans lesquels la production photovoltaïque est importante, en général de l'ordre de mégawatts. Et en général, l'ensemble de la production électrique est injecté au réseau de distribution. Ce sont des installations qui sont plus économiques en raison de leur grande échelle. Et puis, de plus en plus, on voit l'intégration des installations photovoltaïques dans des installations commerciales et résidentielles. Donc là, le principe, c'est que les panneaux photovoltaïques sont intégrés au toit, au parking ou à la façade des bâtiments. Et l'énergie qui est produite localement, elle peut être soit injectée au réseau de distribution, soit consommée localement. Troisième grande tendance, c'est le développement de l'autoconsommation. En effet, l'électricité photovoltaïque peut être utilisée de deux manières différentes. Soit elle est injectée au réseau, donc c'est une pratique qui était très courante dans le passé, puisqu'il y avait des tarifs de rachat d'électricité photovoltaïque qui étaient très intéressantes, justement qui étaient mis en place pour permettre le développement de la filière photovoltaïque. Ces tarifs de rachat sont en baisse continue depuis plusieurs années et dans beaucoup de pays, les tarifs de rachat aujourd'hui sont plus faibles que le prix d'électricité, ce qui rend l'autoconsommation un modèle économique beaucoup plus intéressant économiquement. L'autoconsommation, donc c'est la deuxième façon d'utiliser l'électricité photovoltaïque. Pardon. Donc le principe, c'est que ce qui est produit localement est consommé localement. C'est un modèle qui est aujourd'hui, qui devient de plus en plus rentable, qui est en plus favorisé par les pays, puisque ce modèle permet aux citoyens et aux organisations d'être actifs dans la transition énergétique. Donc il y a une politique qui est mise en place qui favorise l'autoconsommation dans de plus en plus de pays. Quand on est en autoconsommation, il se peut qu'à certains moments de la journée, on produit plus qu'on en consomme. Le surplus d'énergie peut être injecté au réseau électrique. Ou dans certains cas, c'est interdit. Si c'est le cas, il faut limiter la puissance produite photovoltaïque. Et puis les tendances en France, c'est bien sûr l'autoconsommation, comme Hervé l'a dit. L'autoconsommation qui est en croissance forte depuis 2017, grâce à la mise en place d'une politique favorable et des primes pour développer le modèle d'autoconsommation. Une tendance en France aussi, c'est la RT 2020. RT 2020 qui va demander à tout nouveau bâtiment d'être neutre en énergie, ce qui veut dire qu'il doit produire autant d'énergie qu'il en consomme. Ce qui veut dire deux choses. D'abord, le bâtiment, il doit être efficace énergétiquement, consommer peu d'énergie, et puis il doit pouvoir produire de la production renouvelable à l'échelle locale. Les normes et réglementations en vigueur. Donc, les normes internationales, c'est la norme COI 60364, c'est la norme installation électrique basse tension. Il y a deux chapitres qui sont relatifs aux installations photovoltaïques. Le 7712 qui fixe les exigences pour des systèmes photovoltaïques. Et puis, très prochainement, il y aura aussi une partie 8-2 qui est sur les installations électriques dites prosommateurs. Ce sont des installations électriques en autoconsommation. Et puis en France, l'installation en vigueur, c'est la NFC 1500. Avec le guide UTEC 15712-1 sur les installations photovoltaïques sans dispositif de stockage raccordé au réseau public. Le guide UTEC 15712-2 pour des installations photovoltaïques autonomes avec du stockage non raccordé au réseau. La norme expérimentale XPC 15712-3 pour des installations photovoltaïques avec du stockage raccordés au réseau public. Et puis il y a aussi les codes de l'énergie, les grid codes, qui portent sur des exigences, qui donnent des exigences par rapport au comportement des sources et des charges flexibles. Ce sont des exigences qui sont fixées au niveau européen et qui sont ensuite adaptées au niveau de chaque pays. L'impact de l'autoconsommation. Alors, l'autoconsommation modifie l'installation électrique. Alors, sur le schéma à gauche, on a représenté
une installation électrique classique. Donc on voit bien, elle a une seule source qui est le réseau de distribution et ensuite une architecture radiale arborescente. Quand on a une installation photovoltaïque sur le toit de ce bâtiment, si l'installation photovoltaïque est utilisée pour la revente, ça ne change pas l'installation électrique du bâtiment. Il s'agit de deux installations qui sont complètement indépendantes. Par contre, lorsque l'installation photovoltaïque est utilisée en autoconsommation, l'installation photovoltaïque fait partie de l'installation du bâtiment. Et dans ce cas-là, il y a plusieurs choses qui changent. Déjà, nous avons plusieurs sources qui fonctionnent en parallèle. Ce sont des sources un peu particulières aussi. Ce sont des sources continues qui utilisent la conversion de puissance pour s'interfacer à l'installation électrique en alternative. Et puis, ce qui est caractéristique aussi, c'est le fait d'avoir plusieurs modes de fonctionnement différents. Alors, lorsque nous avons une installation électrique qui est destinée à l'autoconsommation, elle peut être soit connectée au réseau. Dans ce cas-là, l'installation photovoltaïque ne fonctionne que lorsque le réseau électrique est présent. Les sources photovoltaïques fonctionnent en parallèle avec le réseau et sont synchronisées avec le réseau électrique. On peut avoir aussi le cas des installations ilotées ou hors réseau. Dans ce cas-là, l'installation électrique fonctionne de façon autonome et elle n'est pas raccordée au réseau électrique. Dans ce cas-là, en général, l'installation photovoltaïque est utilisée en association avec d'autres sources locales stables, telles qu'un système de stockage ou un générateur. Et puis, il y a des installations qui peuvent être ilotables, ce qui veut dire qu'ils peuvent fonctionner à la fois connectés au réseau et en cas de coupure de réseau, ce qui pourrait être fait, c'est d'alimenter une partie de l'installation avec les sources locales. Alors, la situation en France, c'est que 95% des installations sont connectées au réseau, puisque le réseau électrique est stable et puisque la demande de fonctionner en mode autonome n'est pas forcément exprimée. Et en plus, pour pouvoir fonctionner à la fois connecté au réseau et à la fois au réseau, demande beaucoup de choses spécifiques, un plan de protection dédié, une gestion de la mise à la terre, du contrôle des sources locales capables de former du réseau. Donc ce type d'installations ilotables ou ilotées sont très rares en France. Pour cette raison-là, nous allons nous focaliser principalement sur les installations électriques connectées au réseau. Alors, qu'est-ce qui change dans une installation électrique en autoconsommation qui est connectée au réseau? Alors, plusieurs choses. D'abord, le design de l'installation électrique. Donc, nous avons vu, il y a plusieurs sources. Ils sont connectés à l'installation électrique. Ils peuvent être connectés à plusieurs endroits dans l'installation électrique du bâtiment. Ce qui change aussi, c'est le calcul de l'installation électrique, parce que le calcul doit être fait pour chaque mode opératoire. Par exemple, une installation électrique avec production photovoltaïque se caractérise par au moins deux modes opératoires. Un qui est l'installation est alimentée par le réseau uniquement, par exemple la nuit, quand on n'a pas de production photovoltaïque, et un deuxième mode opératoire qui est l'installation alimentée par le réseau électrique et par les sources photovoltaïques en parallèle. Quand on a du stockage, il faut faire aussi attention dans la définition des modes opératoires, puisque le stockage doit être considéré une fois comme source et une fois comme charge. Et puis, quand on a des installations avec du photovoltaïque et du stockage, dans le calcul des courants de court-circuit en particulier, il faut faire attention puisque les sources basées sur la conversion de puissance ne sont pas considérées comme des sources de tension. Elles ne peuvent pas être représentées par la méthode des impédances. Elles sont considérées comme des sources de courant et doivent être additionnées au courant de court-circuit globaux. Il y a des choses qui sont spécifiques au dimensionnement aussi. Par exemple, quand on dimensionne un équipement, par exemple un câble, ça doit être fait par rapport aux pires contraintes, c'est-à-dire un câble doit être dimensionné par rapport au courant le plus important pour chacun des modes opératoires. Il y a des choses aussi spécifiques aux équipements de protection par rapport à leur placement, par rapport à leur choix. Des choses spécifiques aussi sur les différentiels, puisque avec des sources photovoltaïques et du stockage, on peut avoir une composante continue dans le réseau alternatif. Et ce qui est recommandé, c'est d'utiliser des différentiels de type B.
Des choses spécifiques aussi par rapport à la qualité de l'énergie, puisque ces sources photovoltaïques, stockage, comme utilisent la conversion de puissance, il éjecte des harmoniques et des composantes continues dans le réseau, donc il faut faire attention en particulier sur ces deux composantes. Et puis ce qui change aussi, c'est tout ce qui est lié aussi au monitoring et contrôle. Par exemple, le monitoring devient plus complexe. Avant, on pouvait se satisfaire de mesurer la puissance consommée. Maintenant, il faut monitorer la puissance consommée et la puissance produite. Il faut suivre des indicateurs de performance comme de taux de consommation, de taux de production. Il faut gérer les sources de façon optimale, pouvoir suivre l'état des équipements et garantir que la production est optimale. Et puis ce qui est nouveau aussi, c'est les besoins du contrôle qu'on voit de plus en plus. Par exemple, dans les installations où l'éjection du surplus de production au réseau interdite, il y a besoin du contrôle pour limiter la puissance produite. Dans certains projets, on a eu des demandes aussi pour faire du contrôle, pour améliorer le facteur de puissance. Et puis, ce qui est possible aussi, c'est de gérer le fonctionnement des charges pour caler les charges par rapport à la production photovoltaïque et aussi optimiser le taux de consommation. Sujet suivant, les architectures électriques d'autoconsommation. Donc, je vais vous présenter trois architectures types et leur application. Chacune des architectures a sa place, bien sûr. La première architecture, c'est une architecture dans laquelle la production photovoltaïque, qui est représentée ici par 3 onduleurs qui sont connectés sur un tableau photovoltaïque. Donc, cette production photovoltaïque est connectée au tableau général basse tension. Donc, ce type d'architecture est utilisé souvent lorsque la production photovoltaïque est importante, dans des bâtiments neufs ou bien dans des bâtiments existants quand le tableau photovoltaïque est à proximité du tableau général basse tension. Et ce type d'installation peut être utilisé à la fois pour l'autoconsommation et l'éjection du surplus du production photovoltaïque. Les avantages de ce type d'architecture, c'est qu'on a une optimisation au niveau du design et une maintenance qui est simplifiée. Je vais illustrer ce type d'architecture avec un projet Mourbien Énergie dans la dernière partie de ma présentation. Deuxième architecture, c'est une architecture dans laquelle la production photovoltaïque est connectée à des tableaux divisionnaires. Donc c'est un type d'architecture qu'on voit souvent dans des bâtiments existants et surtout dans les bâtiments à plusieurs étages. Pourquoi? Parce que le tableau général basse tension en général est au sous-sol puisque les câbles de distribution arrivent, sont souterrains et donc arrivent par le sous-sol. Et la production photovoltaïque, elle est en général sur le toit du bâtiment. Donc pour éviter d'interfacer une installation qui est sur le toit à une installation qui est au sous-sol, ce qui est préféré souvent dans ces cas-là, c'est d'interfacer la production photovoltaïque sur des tableaux divisionnaires, les tableaux divisionnaires les plus proches. Donc ce type d'architecture est possible dans des bâtiments existants lorsque les installations photovoltaïques sont à petite échelle, ou en tout cas lorsque la production photovoltaïque ne dépasse pas la charge de base du tableau sur lequel ils sont connectés. Alors les avantages de cette architecture-là, c'est l'installation qui est plus simple et plus optimisée en termes de coût parce que ça évite des grandes longueurs de câbles. Par contre, la maintenance est plus compliquée du fait que les sources peuvent se retrouver distribuées dans l'installation électrique. Et puis, un autre inconvénient à cette architecture-là, c'est que son évolutivité est limitée, ce qui veut dire que si on souhaite élargir cette installation ou rajouter du stockage, c'est beaucoup plus compliqué de faire ces évolutions-là sur des architectures de ce type. Donc, je vais illustrer cette architecture avec le projet Hive. Et puis, la dernière architecture, c'est une architecture dans laquelle la production photovoltaïque est connectée en amont du tableau général basse tension. Donc, c'est une architecture qui est typique pour des bâtiments existants lorsque la production photovoltaïque est vraiment très importante.
Pourquoi cette architecture? Parce qu'elle elle nous permet de ne pas modifier l'installation électrique du bâtiment existant. En se connectant en amont du tableau général basse tension, le tableau général basse tension reste non modifié et c'est une architecture qui est très appréciée pour des bâtiments existants avec beaucoup de production photovoltaïque. Elle peut être réutilisée également pour l'autoconsommation et pour la revente du surplus au réseau. Et son grand avantage, c'est de ne pas modifier l'infrastructure existante. Elle sera également illustrée par un projet juste après. Pour finir, un petit bilan. Donc, lorsque nous sommes dans un bâtiment existant, lorsque la production photovoltaïque est faible, plus inférieure en tout cas à la consommation du bâtiment, on va privilégier une connexion à un tableau divisionnaire. Donc c'est le cas, comme on l'a dit, surtout dans les bâtiments à plusieurs étages. Lorsque la production photovoltaïque est très importante dans les bâtiments existants, on va utiliser une architecture qui est plutôt connexion en amont du tableau général basse tension. Et puis enfin, dans les bâtiments neufs, l'architecture qui sera le plus souvent utilisée, c'est une architecture dans laquelle la production photovoltaïque s'intègre au niveau du tableau général basse tension. Donc je vais illustrer ces architectures avec quelques exemples projets clients. Donc le premier exemple, c'est un projet qui s'appelle la Morbihan Énergie. Il s'agit d'un bâtiment administratif qui a été terminé en 2014. C'est un bâtiment neuf à faible consommation, dans lequel il y a plusieurs sources locales intégrées. Donc, une installation photovoltaïque de 126 kW, deux petites éoliennes de 2 kW et 2,5 kW, et puis également du stockage de 56 kW. Donc c'est un bâtiment neuf. L'architecture qui a été choisie pour ce bâtiment, c'est une architecture dans laquelle la production photovoltaïque, éolienne et stockage est rassemblée dans un tableau de production locale, et puis ce tableau de production locale s'interface au tableau général basse tension. Voilà, un deuxième exemple, c'est l'installation du Hive. Donc c'est le siège social de Schneider. C'est un bâtiment administratif de 5 étages, un bâtiment existant sur lequel une installation photovoltaïque a été ajoutée sur les toits des bâtiments en 2016. C'est un bâtiment qui est efficace en consommation énergétique, 50 kW par mètre carré par année, mais qui a quand même une charge de base de 300 kW crête. Donc sur l'ensemble des bâtiments, la production photovoltaïque totale qui a été ajoutée, c'est une production de 270 kW crête. L'architecture qui a été choisie pour le bâtiment du Hive, c'est une architecture distribuée dans laquelle donc déjà nous avons les panneaux solaires qui sont repartis sur les 3 bâtiments qui sont identifiés comme zone A, zone B et zone C, ainsi que sur la partie restauration. Ensuite, on utilise la conversion de puissance des onduleurs CEL pour convertir l'énergie continue en énergie alternative. Donc, sur chaque bâtiment, la production est rassemblée au niveau d'un tableau photovoltaïque. Et ensuite, ce tableau photovoltaïque s'interface à des tableaux divisionnaires. Ce sont des tableaux qui correspondent aux locaux techniques, groupe foie, centrale de traitement d'air, et qui se trouvent au dernier étage. En utilisant cette architecture-là, on a évité de connecter les installations photovoltaïques au tableau général et on a évité des longueurs de câbles vraiment très importantes. Et puis un dernier exemple, c'est le projet Learning Grid by Grenoble. C'est un micro-réseau du campus, Institut des métiers et des techniques. Donc il s'agit d'un campus de 7 bâtiments, 6 existants et un bâtiment neuf. Sur l'ensemble des bâtiments, il y a des sources, des énergies renouvelables et du stockage qui sont intégrés à plusieurs endroits. Donc déjà du production photovoltaïque intégrée sur 4 des bâtiments, de la cogénération qui est intégrée à proximité dans des bâtiments,
Et puis, il y a également du stockage à côté de 2 des bâtiments. Alors, l'architecture que je vais vous présenter, c'est l'architecture qui a été choisie au niveau des bâtiments B4 et B6. Donc, ce sont des bâtiments dans lesquels il y a une forte production photovoltaïque, du cogénération et du stockage. Donc, l'architecture qui a été choisie, c'est celle-ci. Les sources photovoltaïques, le stockage et la cogénération sont... toute la production est rassemblée au niveau d'un tableau production locale et l'ensemble de cette production s'interface en amont du tableau général basse tension. Donc pour ce projet en particulier, nous avons fait l'étude de l'impact qu'on aurait pu avoir si on intégrait l'ensemble de la production au niveau du tableau général basse tension. Et effectivement, si on intégrait l'ensemble de production sur le tableau général, ça demandait des modifications importantes du jeu de barre qui n'était pas dimensionné pour, des protections, des câbles. Donc ça demandait beaucoup de modifications de l'existant. Pour cette raison-là, une architecture avec une intégration de production en amont du tableau général basse tension a été choisie. Je passe à la dernière partie de ma présentation sur les solutions Schneider en faveur de l'autoconsommation. Donc, nous avons vu l'intégration des installations photovoltaïques demande plusieurs types d'équipements, donc des équipements de protection et du comptage, des équipements aussi de type conversion de puissance pour pouvoir intégrer des sources photovoltaïques, stockage éoliennes. Nous avons souvent besoin du contrôle et puis obligatoirement du supervision et éventuellement aussi des services pour optimiser la gestion des sources et des charges. Les offres Schneider par rapport à ces niveaux d'offres, donc déjà sur la partie protection et comptage, il y a les offres Schneider d'équipements de protection, de compteurs électriques. Il y a des offres qui sont standards et qui peuvent être utilisées pour des installations électriques avec production photovoltaïque. Et puis, il y a des offres qui sont aussi un peu spécifiques, comme les différentiels de type B, dont nous avons parlé. Ensuite, il y a tout ce qui est conversion de puissance avec la production, avec les onduleurs photovoltaïques, avec des bornes de recharge de véhicules électriques, avec la gestion technique du bâtiment. Et puis sur la partie contrôle et monitoring, donc nous avons des offres EcoStruxure Microgrid Operation. Et lorsque le contrôle est vraiment important, quand nous avons plusieurs sources. Et puis pour des applications plus simples, EcoStruxure Power Monitoring. Et sur la partie optimisation, gestion des sources, en fonction de plusieurs critères qui peuvent être les tarifs, la prévision météo, la prévision des charges. Donc pour ce type d'optimisation, c'est l'offre EcoStruxure Microgrid Advisor. Voilà, c'est la fin de ma présentation. Merci pour votre écoute. Je laisse la parole à Hervé. Ok, ben merci, merci Vania pour cette présentation très claire sur le sujet de l'autoconsommation. Donc avant de passer à la séance de questions-réponses, nous souhaitons vous poser quelques petites questions. Donc je vais vous afficher donc les questions. Voilà, donc en parallèle, n'hésitez pas à continuer à nous poser les questions via le chat. Voilà, donc là, je pense que vous voyez l'écran, les questions. Voici. Alors, je vous pose donc la première question. Le contenu déjà de ce webinaire a-t-il répondu à votre attente? Donc, je vous pose la deuxième question. Avez-vous des projets photovoltaïques en cours ou à venir? Je vous pose donc la troisième question. Alors, quelle proportion de vos projets comporte une installation photovoltaïque en autoconsommation? Alors, la quatrième, souhaitez-vous être recontacté par Schneider Electric sur le sujet? Eh bien, je vous remercie. Alors, nous allons donc maintenant passer à
à la séance de questions-réponses. Donc, je vais donc redonner la main donc, à Vania. Donc, on a récupéré vos questions et donc, on va donc répondre à l'une d'entre elles et ensuite, on complétera par une réponse dans un questionnaire. OK. Alors, je redonne la main. Vania, voici. Merci. Alors, nous avons reçu plusieurs questions. Je vais essayer de répondre. Donc, la première question, c'est dans quel cas le rejet de surplus de production est-il interdit? Alors, ça dépend vraiment du contrat, de la taille de l'installation, mais surtout du contrat. Donc, nous avons vu des projets dans lesquels le surplus de production est autorisé. Bon, l'éjection du surplus de production est autorisée sur le réseau électrique. Dans certains cas, même ce surplus est valorisé. Et puis dans d'autres cas, il n'est pas valorisé. Et puis, il est voire interdit. Mais ça dépend vraiment du contrat qui est émetteur d'énergie. Et puis ça dépend bien sûr de la taille. Et puis ça dépend bien sûr de la taille de. En général, plus l'installation photovoltaïque. En général, plus l'installation. Les valorisations du surplus d'énergie. La question suivante, c'est dans la solution connectée au réseau et renvoie sur le tableau de distribution. Comment gère-t-on le passage entre le réseau normal et le réseau photovoltaïque? Alors, quand on est dans une installation, connectée au réseau, donc les sources réseau et les sources photovoltaïques fonctionnent en parallèle. Les sources photovoltaïques alimentent les charges du bâtiment en priorité. Et s'il y a du surplus de production photovoltaïque, le surplus part naturellement vers le réseau. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de passage, je suis connecté au réseau et je suis en autoconsommation, à un passage, maintenant je suis interfacé au réseau de distribution et j'injecte. L'installation réseau électrique, source photovoltaïque fonctionne en parallèle et vraiment, lorsqu'il y a du surplus, le surplus d'énergie part naturellement vers le réseau de distribution. J'espère bien avoir compris cette question. La question suivante, c'est comment peut-on raccorder une installation photovoltaïque de 3 kW monophasée sur un réseau triphasé? C'est de la même façon qu'on raccorde une charge de 3 kW monophasée, je dirais. On peut raccorder des productions photovoltaïques monophasées sur un réseau triphasé. Par contre, ce n'est pas recommandé pour des raisons de déséquilibre. En général, quand on a des installations monophasées, ce qu'on fait plutôt, c'est que, par exemple, les 3 installations de 3 kW sont connectées sur chacune des phases. On évite de créer des déséquilibres avec la production photovoltaïque. Question suivante, peut-on connecter une installation photovoltaïque sur une boucle HT? Rien ne l'interdit. Après, ce qu'on voit quand même souvent dans les bâtiments, c'est que les installations photovoltaïques sont plutôt raccordées en basse tension. Donc ça, c'est déjà un premier point. Pourquoi? Parce que souvent la puissance n'est pas très importante. Et puis, parce que comme l'énergie est produite localement et consommée localement, il n'y a pas vraiment un intérêt de passer par la haute tension pour consommer localement. Après, oui, c'est possible. Par contre, ça demande de passer de basse tension en haute tension, donc d'utiliser un transformateur pour l'installation photovoltaïque. Question suivante, peut-on utiliser le même poste de transformation lorsqu'on a une puissance appelée par le bâtiment de l'ordre de 630 kVA et une production photovoltaïque de 560 kWh Alors, lorsqu'on est en autoconsommation, oui, je dirais oui. Donc,
comme la production photovoltaïque est moins importante que la puissance de transformateur, on peut utiliser le même poste de transformation. Après, bien sûr, il faut bien refaire tous les calculs de bilan de puissance pour être vraiment sûr que dans chacun des modes opératoires, on ne dépasse pas les 630 kVA, mais de première vue, oui, je vois. C'est possible. Question suivante. Êtes-vous sûr qu'il est possible de raccorder un générateur électrique indirect sur la production photovoltaïque en cas de coupure du réseau? Alors, donc il s'agit des installations voilà, qu'on appelle aussi IoT, donc des installations qui peuvent fonctionner aussi connectées au réseau, mais aussi en dehors du réseau. En général, le générateur électrique, il n'est pas raccordé vraiment sur la production photovoltaïque. En général, ils sont en parallèle sur un tableau. Et oui, nous avons des exemples dans lesquels il y a des générateurs de secours et qui, en mode hors réseau, sont utilisés avec la production photovoltaïque en parallèle. Après, bien sûr, il y a des règles à respecter. Par exemple, pour garantir la stabilité du réseau, ce qui est souvent recommandé, c'est de limiter la production photovoltaïque à 30% de la puissance de générateur pour éviter des problèmes d'instabilité. Pourquoi protéger par deux disjoncteurs la liaison AC aux onduleurs? Alors, c'est ce qui est recommandé souvent, c'est utiliser des équipements de protection des deux côtés du câble dans les circuits photovoltaïques. Pourquoi? Parce que nous avons deux sources de deux côtés du câble. D'un côté, le réseau électrique et d'un côté, les sources photovoltaïques. Donc, souvent, dans les projets, ce qu'on recommande, c'est d'avoir deux équipements de protection de deux côtés des câbles électriques. Alors, une autre question qui a été posée, en vente totale, est-elle nécessaire d'avoir un raccordement HTA-BT? Ça dépend de... Alors, quand on est dans le modèle revente au réseau total, et bien, ça dépend de la puissance de l'installation photovoltaïque. Pour des installations photovoltaïques de faible puissance, elles sont directement raccordées sur le réseau basse tension. Pour des puissances plus importantes, oui, si j'ai bien compris la question. Ah, d'accord. Wow. Et donc, il y a une autre auquel tu as répondu partiellement tout à l'heure, je pense. Bonjour, est-il possible d'injecter sur le branchement tarif vert? Mais tu l'as abordé tout à l'heure. Ça dépend de la puissance photovoltaïque. C'est un point qu'il faut vérifier pour chaque projet, en fonction de la puissance. Ouais, c'est le calcul et puis il faut retransformer oui, de la BT à la... Oui, et puis surtout, il y a des limitations. En fait, au-delà d'une certaine puissance, on est en tarif vert ou en dessous. Voilà. Question suivante. Que se passe-t-il si je dois injecter de manière gratuite plus de 3 kWh crête dans le réseau, cas de l'autoconsommation pure? Et bien pareil, ça dépend du contrat avec le fournisseur d'électricité. Dans certains cas, on peut injecter autant de puissance sur le réseau qui est disponible. Et dans certains cas, la puissance éjectée au réseau est limitée et il y a des pénalités lorsqu'on injecte plus de ce qu'on est autorisé. Des fois, l'injection est interdite, ça dépend vraiment des contrats, et les contrats dépendent aussi de la puissance photovoltaïque produite. Question suivante. Schneider Electric a-t-il des partenaires fournisseurs fabricants de modules? À ce que je sache, on n'a pas de partenariat officiel. Par contre, on a l'habitude de travailler avec certains fournisseurs de panneaux photovoltaïques et souvent dans les projets qui sont réalisés par Schneider, on retrouve souvent les mêmes fabricants. Question suivante. N'y a-t-il pas de problème lorsqu'on devient majoritairement producteur sur un transfert baisseur? Majoritairement producteur.
J'avoue que je comprends pas très bien cette question. Majoritairement producteur sur un transfo abaisseur. Donc, lorsqu'on est raccordé à l'installation électrique, je pense que la question c'est, y a-t-il pas un problème lorsque la production est plus importante que la consommation? Dans lequel cette question on a un peu répondu partiellement par le fait que ce qui est produit localement est en priorité est consommé localement et que le surplus de production photovoltaïque est injecté sur le réseau si c'est autorisé. Dans le cas où ce n'est pas l'injection photovoltaïque sur le réseau n'est pas autorisée, il faut prévoir un équipement du contrôle qui limite la puissance photovoltaïque produite et qui évite l'injection sur le réseau. Après, d'autres solutions, c'est par exemple d'ajouter du stockage, de stocker le surplus de l'énergie photovoltaïque et de le restituer plus tard dans la journée. Et puis d'autres solutions sont, par exemple, de décaler certaines charges qui sont décalables au moment de la production photovoltaïque et de limiter naturellement la production le surplus de production photovoltaïque. Voilà, bonjour, disposez-vous de solutions de pilotage des onduleurs pour ne pas autoriser l'injection? Donc c'est la solution dont je parlais. Donc avec les offres Schneider, donc EcoStruxure Microgrid Advisor Operation, ces fonctions de contrôle de pilotage d'onduleurs sont intégrées et font partie de ces solutions. Oui. Oui. Pouvez-vous développer pouvez-vous développer la correction de facteurs de puissance, s'il vous plaît? Alors, les onduleurs photovoltaïques et les onduleurs de stockage peuvent être contrôlés en puissance active et en puissance réactive. Donc, on peut agir sur le point de fonctionnement des onduleurs photovoltaïques pour injecter plus du réactif, plus ou moins d'actif et du réactif, et ainsi de contrôler le facteur de puissance. Alors, cette fonction de contrôle, régulation de facteur de puissance, quand même, elle est plutôt rare dans des installations photovoltaïques, puisque ces sources-là ne sont pas disponibles tout le temps. On a une production importante pendant la journée et on n'a pas de production pendant la nuit. La correction de facteurs de puissance, elle est plutôt utile, elle est plutôt mise en place lorsque nous avons du photovoltaïque et du stockage. Et puis pour des problèmes de facteurs de puissance, il y a aussi les offres de batteries de condensateurs de Schneider Electric pour régler ce problème aussi. Question suivante. Lors d'une coupure du réseau principal, quelle est la raison de l'arrêt de l'alimentation de la partie photovoltaïque? Alors, dans les installations connectées au réseau, les sources photovoltaïques fonctionnent en parallèle du réseau et sont synchronisées en tension et en fréquence avec le réseau électrique. En cas de coupure sur le réseau, les onduleurs perdent cette référence de tension et de fréquence et s'arrêtent naturellement. Pour pouvoir utiliser les sources photovoltaïques en mode hors réseau, on l'a dit, il faut prévoir plusieurs équipements. Il faut qu'il y ait déjà une source stable telle que le stockage ou le générateur, du contrôle pour réguler, pour gérer l'équilibre production-consommation, et puis gérer aussi le passage d'un mode de fonctionnement à un autre mode de fonctionnement. Il y a des points particuliers aussi par rapport à la mise à la terre, parce que quand on est connecté au réseau, si on souhaite fonctionner en dehors du réseau, souvent il faut recréer une mise à la terre locale. Et puis il y a tout ce qui est plan de protection, puisque dans les deux cas, connectés au réseau et en dehors du réseau, nous avons des courants de court-circuit qui sont très différents. Et le plan de protection doit être fait de façon à s'adapter à chacun des modes de fonctionnement. Est-ce que l'autoconsommation crée des perturbations sur l'installation électrique, des oscillations ou d'autres types de perturbations?
Alors, des oscillations, non, puisque les onduleurs photovoltaïques sont synchronisés avec le réseau électrique, donc il n'y a pas de phénomène d'oscillation du fait que les deux sources débitent en parallèle. Par contre, il y a bien sûr les harmoniques. Donc les harmoniques, souvent, le taux de distorsion harmonique souvent est limité à 3-5% dans les onduleurs du marché, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut surveiller en particulier. Et puis l'autre point, c'est la composante continue qui peut être injectée sur le réseau pour certaines technologies d'onduleurs. Donc c'est un point sur lequel il faut être vigilant. Question suivante, faut-il prévoir un équipement pour que ce qui est produit est autoconsommé et ne reparte pas sur le réseau? Alors non, il n'y a pas besoin d'un équipement spécifique pour diriger le flux des électrons ou pour garantir l'autoconsommation. En fait, ce qui se passe, c'est que ce qui est produit localement, les électrons photovoltaïques, se dirigent en priorité, prennent le chemin le moins impédant, donc se dirigent en priorité vers les charges locales, et que lorsqu'il y a plus de production qu'il y a de demande, que le surplus d'énergie repart vers le réseau électrique. Et on peut prendre encore une dernière question. La référence de l'onduleur et la tension de la fréquence du réseau, cette tension inclut-elle le fondamental 50 Hz et les harmoniques de tension? Oui. Alors les onduleurs photovoltaïques se synchronisent par rapport au fondamental de la fréquence, par rapport aux 50 Hz, et bien sûr pas par rapport aux composantes harmoniques qui sont dans le signal. Donc, à vérifier. Ouais. Ok. Écoutez, je pense qu'on va clôturer cette séance de questions-réponses. Donc, merci d'avoir posé toutes vos questions. Vous pouvez toujours continuer à les poser via le chat. L'objectif étant qu'on y réponde par la suite et on déposera bien sûr toutes ces réponses dans notre espace client. Donc après avoir évoqué les tendances mondiales de l'engagement français dans l'énergie et photovoltaïque et l'autoconsommation solaire, nous avons parlé de l'impact de ces énergies renouvelables sur les installations électriques dans le bâtiment. Nous vous avons donc recommandé en particulier 3 architectures éco-structures illustrées par 3 réalisations. On en a parlé, le bâtiment tertiaire Cargrid, le siège social de Schneider Electric, le Hive, et bien sûr le micro-réseau du campus de l'Institut des métiers à l'IMT de Grenoble. Donc Schneider Electric est au cœur de la chaîne de projet du bâtiment intelligent et connecté. Ce webinaire est aussi l'occasion de montrer la capacité de Schneider Electric à adresser le projet du bâtiment connecté et intelligent dans sa globalité. Donc avec l'émergence de l'autoconsommation et l'arrivée de la RT 2020, les exigences seront de plus en plus drastiques et les dimensionnements des installations de plus en plus complexes. Donc je vous remercie pour vos questions et votre écoute. Donc n'hésitez pas à revenir vers vos interlocuteurs Schneider pour vos différents projets, bien sûr, et intégrant l'autoconsommation, et nous serons donc vous conseiller dans vos projets sur les orientations à mener. Donc pour accompagner chacun de ces projets, vous pourrez faire appel à nos solution architectes. Vous avez été nombreux à vous connecter, encore merci. Merci à tous les participants, les questions étaient nombreuses. On n'a pas pu répondre à toutes, mais on complétera bien sûr tout ça. Nous posterons ces réponses dans notre espace client, ainsi que la rediffusion de ce webinaire. Donc, vous allez recevoir un email de remerciement et un lien sera précisé pour avoir l'accès à ces contenus. Donc, vous aurez aussi comme contenu disponible suite à ce webinaire la présentation du ce jour, un cahier des charges qu'on a développé aussi pour l'occasion, un guide photovoltaïque qui est en anglais pour l'instant, mais ce guide sera rapidement disponible en français à partir de septembre. Également, pour le mois de novembre, ce qui est prévu, c'est que nous avons prévu donc une mise à jour du guide de l'installation électrique que vous appréciez énormément sur le chapitre photovoltaïque et autoconsommation et qui sera dédié sur la partie conception et installation des architectures photovoltaïques. Donc, je vous donne rendez-vous donc au prochain webinaire le 25 septembre sur le BIM, sur la partie low courant faible, phase APS-APD. Merci encore pour votre participation.